Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Aujourd'hui, c'est à Myriam qu'on répond. Myriam, elle a récemment rompu avec son copain. Ce dit copain l'aurait quitté en posant un diagnostic assez brutal. Myriam serait toxique. Pour lui, ça voulait dire, je cite, que Myriam en demandait trop, qu'elle était trop souvent insatisfaite et qu'il avait la sensation d'étouffer. Myriam, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est triste, car même si elle reconnaît que certaines choses n'allaient pas, elle trouvait que c'était un homme sain. Elle nous dit qu'avant lui, elle avait pu être avec des hommes qu'elle jugeait, elle, cette fois-ci, toxiques. Elle se demande si finalement on ne serait pas condamné, je cite, à être le toxique d'un autre, un peu comme certains disent qu'on est toujours le con d'un autre. Elle nous avoue être perdue dans cette histoire de toxicité. Elle voudrait juste savoir comment faire pour avoir une relation saine dans laquelle chacun s'y retrouve. Et j'ai envie de vous dire, Mardi, bon courage. Parce qu'il me semble qu'on a déjà établi que la communication, le langage, etc., c'était pas si simple que ça. Et oui, la question de Myriam est formidable et va nous obliger à nous interroger sur ce terme de toxique, qui allait, disons les termes, nous fascine, nous envahit et nous accapare depuis la merveilleuse chanson du même nom de Britney Spears. J'en suis presque à me demander si avoir une relation toxique en amour ne ferait pas un peu partie de la pop culture, mais en fait, c'est comme beaucoup d'autres choses, ces relations pénibles, néfastes, voire carrément violentes, ne sont pas apparues à la fin des années 90, et avoir un mot ou plus pour les qualifier, c'est sans doute déjà un pas pour s'en défaire. Donc vous l'aurez saisi, Nina, toxique est devenu un signifiant à tout faire dans le domaine des relations désagréables, dans le discours amoureux, mais également dans les relations amicales ou avec sa hiérarchie. Là où on pouvait parler de tyrannie, de perversion ou dans une moindre mesure d'envahissement, on parle désormais de toxicité. Comme si, au fond, on comprenait que dans les relations, dans nos rapports avec les autres et a fortiori dans l'amour, il y avait aussi un peu une part de destruction. Ce dont j'ai l'impression surtout, c'est que toxique, c'est devenu un joli mot valise, mais aussi qu'il dit beaucoup de notre époque. En fait, c'est pas qu'il est le mal du 21e siècle ou de l'époque qu'on est en train de traverser. Il y a toujours eu des gens toxiques, mais en tout cas, on aime à utiliser ce terme, à qualifier les relations. On a besoin de trouver des termes, parce que la vie est trop compliquée. En fait, peut-être aussi qu'on supporte de moins en moins la complexité de la vie. Et c'est, je crois, ce que veut démontrer Clotilde Le Guil, psychanalyste française, dans son essai « L'ère du toxique ». Elle souligne à juste titre que ce terme de toxique peut se rapprocher de ce que Freud nommait « pulsion de mort ». Dans pulsion de mort, on entend toute l'ambivalence de cette expression. Quelque chose qui pousse à l'activité, donc à la vie, la pulsion, mais associé au terme mort. Il ne faudrait pas penser qu'il s'agit seulement d'une pulsion de tuer, ou alors de tuer qui ? De tuer comment ? À petit feu, en se laissant aller, en retournant à un état larvaire, en deçà et au-delà du principe de plaisir ? Est-ce que ce serait alors une pulsion d'inactivité, une pulsion de laisser faire ? Est-ce qu'on ne toucherait pas aussi à ce moment-là à ce qu'on appelle communément l'emprise ? C'est toujours délicat de manier les termes toxique et emprise parce qu'on a vite fait de tout mettre sur le dos de l'autre et parfois à raison, on peut véritablement faire de très mauvaises rencontres. Mais tout l'enjeu, c'est de repérer ce qui a favorisé la toxicité à s'installer. Quelle part de nous a été active dans cet empoisonnement ? On avait évoqué ensemble la question de l'emprise, de la prise et de la déprise de soi dans l'épisode 42 de Ça tourne pas rond. Si vous voulez aller l'écouter, il s'intitulait « Peut-on aider ses amis à sortir d'une relation violente et à ne pas y retourner ?» Et je vous recommande vraiment l'écoute. Ici, vous décidez de nous parler d'empoisonnement. Oui, quand on est empoisonné, on est contaminé. Mais alors, si l'autre est contagieux, devient-on un peu cet autre, nous aussi ? Est-ce que la toxicité présumée d'un autre finit donc par nous concerner ? Clotilde Le Guil rappelle l'étymologie de toxique. Ce mot vient du toxicon en grec, un poison ultra puissant dans lequel on trempe les flèches. Une fois que la flèche a atteint sa cible, il n'y a qu'une solution pour se défaire de son venin, l'amputation. Le toxique atteint donc la chair. Aujourd'hui, il atteint également la psyché.
et s'en sortir semble nécessiter une perte. Et donc, perdre l'autre ici, c'est aussi perdre une partie de soi. À voir au cas par cas si cette perte se situe du côté du sacrifice, d'une amputation radicale, du vide ou du côté du manque. Le manque comme moteur du désir et non plus comme une injonction à le combler sans cesse. En fonction de tout ça, le travail psychique ne sera pas exactement le même. Est-ce que cette toxicité va pouvoir trouver sa place dans un fantasme, dans une rêverie, dans un souvenir, dans une mise en scène? Ou au contraire, est-ce que cette toxicité va être persécutante au point que le sujet va se mettre en danger pour y échapper? Mais revenons à notre auditrice Myriam, qui nous demandait aussi si on n'était pas un peu condamné à être le toxique de l'autre, un peu comme si l'amour et la destruction étaient forcément liés. Eh bien oui, cette question est hyper d'actualité et c'est vraiment des choses dont il faut parler avec précaution. Dans l'amour, il y aurait parfois, souvent, une forme de destructivité, d'un autre qui s'immisce, et dans la chair et dans l'esprit, et que ça ne se fait pas sans sentiment d'agression. À dessein, je n'emploie pas le terme de violence. C'est autre chose, la violence. Ça brave tous les interdits, toutes les limites. Mais oui, je crois que de laisser un autre ou des autres, dans quelque relation que ce soit, avoir une place dans notre vie, ça ne se fait pas sans agressivité. Et blague à part, ça m'est déjà arrivé de fréquenter des personnes qui s'autoproclament bienveillantes en toutes circonstances. Eh bien, je peux vous dire que c'est aussi agressif. Parce que je crois que c'est inhérent à la relation. Je veux dire, il y a des gens qui sont agressés par le fait même de partager le même trottoir qu'un autre. On a tous rencontré quelqu'un qui nous hurle dessus sans raison dans la rue. Bon, on se dit, il est fou. Ça permet de pas trop y réfléchir et de ne pas voir les points communs avec nous-mêmes. Je m'égare un peu, mais globalement, on s'organise psychiquement pour éviter de faire trop de mal aux autres. Ça reste des stratégies et ça nécessite pas mal de petits arrangements et je crois que l'amour n'échappe pas à cette règle. Myriam nous demandait aussi comment avoir une relation saine. Alors mardi, avant d'aller à cette question que les coachs en séduction tariferaient 600 € le séminaire de 2 heures, comment on en sort quand on a identifié que cette relation était toxique? Est-ce qu'on sort forcément de la dite relation? Ou est-ce qu'on la transforme? Eh bien, dans l'interview qu'elle donne aux médias bruts, je reviens à Clotilde Le Guil, elle rappelle à raison que de s'apercevoir qu'on est dans une relation toxique, c'est déjà avoir un pied à l'extérieur et qu'il y a sans doute quelque chose à déchiffrer si ce genre de situation se répète. Je ne peux être que d'accord, mais j'aimerais ajouter un petit quelque chose. Déjà, en effet, reconnaître la dimension toxique, c'est déjà s'en affranchir, mais peut-être qu'on peut s'affranchir de cette dimension, se séparer de la toxicité en la nommant sans forcément en passer par la rupture avec l'autre. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout supporter ou rester quoi qu'il en coûte, c'est pas du tout ça que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire alors? Ce que je veux dire, c'est que les autres nous empoisonnent l'existence, parfois même juste en existant, en étant ce qu'ils sont. Partant de là, de ce principe qui n'est pas binaire, c'est-à-dire lâcher un peu le schéma où il y aurait les toxiques d'un côté et les non-toxiques de l'autre, si on part du principe que tout le monde est toxique, y compris soi, ça oblige à se demander ce qu'on désire, ce qu'on supporte et ce qui est non négociable et fin de non-recevoir. Ça permet aussi de mettre de l'eau dans son vin à certains moments, histoire de détoxifier ce qu'on exige nous-mêmes des autres et qui est parfois, il faut le dire, complètement saugrenu. Partir de ce principe d'une toxicité inhérente, je crois que ça permet de déjouer quelques pièges et de repérer ceux dans lesquels on décide de se glisser. Et en parlant de ça, je ne peux pas me retenir de faire référence à un de mes films préférés, Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, qui raconte le plus clairement du monde cet enjeu de toxicité dans le couple en partant d'un empoisonnement mutuel subi, l'un métaphorique et l'autre réel, à un empoisonnement à petite dose, consenti comme une sorte de dette. C'est-à-dire que le mec du film est un grand couturier de métier. C'est un poison. Il empoisonne tout son environnement de sa folie créative et surtout sa femme qui, d'une certaine façon, est effacée de plus en plus. Et cette femme décide littéralement d'empoisonner son mari juste ce qu'il faut pour qu'il soit malade et qu'il reste au lit et qu'elle puisse s'en occuper. Et lui, il capte ça.
Tout est hyper subtil. C'est pas dit avec des grands mots et des gros sabots. Et la résolution de ce couple, c'est que cet homme finit par consentir à se faire empoisonner par sa femme de temps en temps, comme pour régler sa dette d'amour et de présence envers elle. C'est d'une beauté effrayante, mais pour autant, j'avais trouvé cette approche ni glauque ni épouvantable. C'était en fait très juste. Le postulat est le suivant: dans l'amour, dans le couple, il y a une toxicité qu'il faut apprendre à doser, voire il faut accepter d'être empoisonné de temps à autre. Apprendre à manier le désir, la jouissance, la dévoration, la fusion, la séparation, l'aliénation. Vous voyez bien qu'en faisant tout ça, c'est difficile de ne pas avaler 2-3 trucs toxiques au passage. En somme, dans le couple, il faut s'arranger avec l'amour et tout ce que ça draine pour ne pas se ranger du côté de la mort. Mardi, j'aimerais juste vous dire que quelqu'un comme vous devrait porter un signe. C'est dangereux, je tombe. Il n'y a pas d'issue, mais j'en peux plus d'attendre. Vous êtes toxique, mais je pourrais aimer ça. Enfin bon, vous l'aurez compris, tout ce que vous venez de nous dire était finalement dit dans les paroles de la grande Britney Spears. Le poison a un goût de paradis et rend addict. Merci Mardi et à la semaine prochaine. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.